Ah oui, le space d'hier et tout, bah vous avez entendu. Oui, Bon, de toute façon, une sauce sur Twitter, une sauce un peu blanche pour des antiracistes, une sauce vraiment Twitter, quoi. Ça a fait beaucoup rire, mais bon. Surtout, ils adorent critiquer ce qu'ils ne connaissent. Souvent, les gens qui n'écoutent pas, c'est ceux qui critiquent le plus. Ce qui est paradoxal, c'est que tu vois, autant les gens qui écoutent le contenu et qui le critiquent parce que bah ils sont pas d'accord avec tout, c'est des critiques constructives, tu vois, même quand elles sont un peu méchantes, tu vois. C'est des critiques au moins qui permettent de faire avancer un peu les choses. Mais t'as tellement de gens qui critiquent sans même savoir de quoi ils parlent et tout, etc. Genre là sur Auria, moi j'ai entendu un festival de dinguerie. Et de gens qui disent je l'ai pas lu, hein. T'es là, mec, ferme ta gueule alors. C'est genre vraiment, genre tais-toi en fait. Genre le niveau Enthoven du truc est hallucinant. Et ça aussi, je pense que c'est un défaut que t'as dans tous les trucs de militantisme. C'est à chaque fois les nouveaux militants, ils croient réinventer la poudre et ils ont trop d'ego pour oser aller lire ce qui s'est fait avant eux. De s'intéresser aux figures historiques. Et t'as ça chez les LGBT, t'as ça chez les antiracistes, t'as ça partout, hein. C'est vraiment, y a pas de règles, quoi. Résumer la sauce. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a on va dire une militante Space Twitter, on va dire ça comme ça. Évidemment, les gens balançaient pas des noms ou quoi, parce qu'on s'en fout, hein. Mais il y a une militante qui traîne beaucoup dans les Space Twitter, qui a fait, on va dire, quelques indirects sur les gens de parole d'honneur et pas que, hein, sur d'autres gens à gauche. Bon, c'est son droit, là, le droit. Non, mais ça Twitter, s'oppose un peu de temps en temps. Voilà, ça s'oppose un peu. Et en fait, du coup, bah, il y a le Discord de Wissam, c'est ça, enfin, c'est pas celui de Wissam, mais c'est celui de parole d'honneur, en gros. Il y a eu des messages hyper méchants. Où il y a beaucoup de gens différents qui d'ailleurs pensent pas forcément la même chose. Ça, c'est important à préciser parce qu'il y a beaucoup de débats là-bas déjà. Mais du coup, bah, parfois ils se sont échangés des tweets de cette personne en disant non, ça a été vénère, faut le dire. Bah oui, genre, tu vois, genre. Non, mais il y a eu ça déjà parce que c'est. Ah oui, à la base, ça et après, il y a aussi 2-3 personnes qui sont allées de petites piques aussi, tu vois. Ouais, un peu vénère. Après, bon, voilà, quelqu'un qui fait des petites piques. Fait des petites piques, bon vous connaissez quoi, c'est la gauche quoi. Voilà. Non mais moi je concède que là c'était un peu plus qu'une petite pique, c'était un message vraiment violent, tu vois, en mode faut corneriser, gangrène. Ouais voilà, il y a eu un message vraiment très violent, vraiment insultant. Il y a eu un message un peu très violent, etc. Ouais. Et du coup il y a quelqu'un qui apparemment a screené, balancé ça à la personne concernée. C'est ça. Bon, attitude d'une lâcheté assez incroyable quand même. Ouais, après, bon, ça, je suis à la limite c'est bon. Alors c'était en mode, non mais à la limite d'informer, tu vois. Mais du coup, bon. Non, mais après, du coup, bah, ça a fait un trade en mode regarder ce qui se dit. Et du coup, ça a lancé une méga sauce sur parole d'honneur. Jusqu'ici, nous, on est resté et en fait, spectateurs. Comme d'habitude à gauche, beaucoup de conflits interpersonnels maquillés en conflits politiques. Et parfois l'inverse aussi. C'est-à-dire des conflits aussi, des lignes politiques qui sont pas forcément les mêmes. Mais du coup, les attaques, un peu entre guillemets, les petites piques. Mais après, voilà, vous connaissez, hein, de toute façon, c'est Internet, quoi. C'est des gens sur Twitter. Ça. Non, mais après, pour quand même prendre un peu de recul, les gens, moi, ce qui me fait rire, c'est que du coup, c'est des gens dans des spaces, dans un entre-soi un peu, parce que les spaces, c'est quand même beaucoup, des gens qui reviennent, qui parlent, voilà, qui se follow, qui se parlent en MP, qui s'entresucent un peu, qui critiquent les autres. Pourquoi pas? C'est absolument normal, c'est fait pour ça, hein. Genre moi, à chaque fois que j'ai participé dans des spaces, c'était ça l'ambiance, c'est bien, c'est vraiment ce que je vais chercher, hein. Je critique pas le truc, mais vous savez comment c'est. Du coup derrière, ça fait des tweets en direct, Twitter, pour après dans des Discord buter un peu. Bon. Et après ça fait des sauces sur ça, tu sais, t'es en mode, du coup ça fait des spaces et des contre-spaces. Mais c'est le truc quoi, c'est que sur Twitter, dès que t'as une micro-influence, qui te permet de faire des petites piques, etc. Et puis en fait, c'est comme toujours en fait sur Internet. Quand tu parles qu'à des convaincus, que tu parles qu'à tes potes, ou que tu parles qu'à un entre-soi de gens qui pensent un peu comme toi, tu peux te sentir un peu pousser des ailes et tu dis de plus en plus des hot takes, tu balances un peu plus, t'égratines un peu les autres. Et en fait, le truc, c'est qu'un jour, tu peux te prendre un retour de bâton avec des gens qui pensent pas comme toi, qui te tombent dessus, qui se moquent de toi, etc. Et tu goûtes ta propre médecine, en fait. Après, c'est le jeu, quoi. Moi, vraiment, je regarde ça. Moi, ça fait 10 ans maintenant que je fais du contenu sur Internet. Franchement, je regarde ça comme un daron, hein. Je suis en mode... je suis un peu boomer, limite. Je suis en mode... Oh là, il découvre, tu sais. Parce que moi, j'ai découvert ça aussi à leur âge et tout, tu vois. Et t'es en mode... Ah ouais, mais c'est que l'étape 1. Après, quand t'as 5 vidéos sur ta gueule par jour, là, là, tu rentres dans une nouvelle strate de harcèlement, tu vois, qui dépasse de très loin Twitter, les spaces et les trucs. Machin, qui fait que moi, même si hier, apparemment dans des spaces, ça putait un peu sur nous, moi j'étais en mode classique, tu sais. C'était en mode oui. Et puis c'est ça aussi, voilà, le problème, c'est que si
tu veux militer, surtout militer de manière un peu agressive, qui peut être une option. Moi, je comprends vraiment, il y a des colères et tout. Faut que tu sois fort, quoi. Faut être solide sur ses appuis. La sauce, c'est aussi de faire croire que le Discord PDH organise des raids en mode harcèlement ciblé de militants. Oui, non, mais après, ça, c'est leur non, mais ça, c'est les justifications des uns et des autres. En soi, si on veut y aller dans l'absolu, rien n'est cool. Dans l'absolu, les moqueries, c'est jamais intelligent. Voilà, si on veut vraiment aller sur l'angle de la morale, bon, bah, très vite, tout le monde est bête. De l'autre côté, en même temps, c'est normal qu'il y ait des pics, quoi. Que les gens, ils se piquent un peu. Je veux dire, c'est comme ça. C'est qu'à partir du moment où tu veux piquer un peu les autres sur le net, bah, faut considérer que c'est normal de se faire piquer un peu, c'est les règles. Tu viens boxer, tu t'attends à prendre des coups, mais du coup tu peux en donner aussi, quoi. Ça serait bien dans un pays majoritairement de gauche, bah c'est ça. Et puis surtout, moi ce que j'ai trouvé scandaleux, c'est que les gens se sont pris à Wissam qui était même pas dans le truc. En fait, c'est ça aussi qui est marrant, c'est que c'est toujours genre la figure un peu connue en première ligne qui prend le plus. Et Wissam en ce moment, il y a toute l'extrême droite sur son dos. Des menaces de mort, des vidéos, etc. Et c'est là où je trouve que les gens, ils sont un peu indécents. Moi, je veux bien comprendre qu'ils aient la flemme de regarder le contenu, qu'ils soient un peu... même un peu jaloux, vas-y, je vais dire ça comme ça, même si ça peut être très énervant. Tu vois, ou qu'ils aient des critiques, ou qu'ils se disent « Ah, vas-y, pourquoi lui, il a l'attention alors que son discours, il est pas exactement carré, etc. » C'est-à-dire qu'à gauche, qu'on soit clivant, moi, ça me choque pas. On pense pas pareil, il faut qu'il y ait cette dialectique, il faut que les gens ils se rentrent même un peu dedans et tout, c'est normal. Mais par contre, tu dois pouvoir accepter le dialogue. Et en fait, ce que je trouve précis, c'est que tu as toujours, au final, les gens qui sont le plus dans on va dire, la caricature un peu woke, un peu les concernés, blablabla, etc., sont les premiers à faire des méga pics de bâtards et à ne pas accepter d'en avoir un retour, quoi. C'est eux, ils harcèlent jamais, mais par contre, quand c'est les autres, c'est du harcèlement. Ça, moi, je trouve ça très bizarre. Je trouve ça très bizarre. Et évidemment, en plus, là, ce que je trouve là où c'est pas de chance, c'est qu'au final, c'est beaucoup de néo-militants face à des militants confirmés. Tu vois, genre, je veux dire, les gens de parole d'honneur, t'en as, ils militent depuis des années dans l'antiracisme, donc ils en ont vu d'autres, quoi. Donc eux, ils ont la peau dure, quoi. Ils sont en mode, oui, bon. Soutien à parole d'honneur, comme d'hab, la Ah bah, soutien critique, même aux trucs les plus un peu bêtes, tu vois. Moi, je soutiens critique quand même, parce que le tone policing et tout... ça va 5 minutes, on dirait tout le temps c'est les mêmes. Donc en fait, t'as quand même des gens, ils font des trades pour dire c'est pas bien. Et qui se disent finalement Wissam, pas bien et tout. Alors que pendant ce temps, Wissam, il est face à l'extrême droite, quoi. Et t'es là, bon. Bizarre les soutiens, quoi. Mais c'est toujours pareil, on soutient plus ses potes. C'est normal, c'est trucs d'égo. Ouais. C'est l'interpersonnel. Et ça, à gauche, ça nous bousille pas mal. À gauche, ça nous bousille pas mal, quoi. Tu vois. Et oui. Le truc de forcément défendre... et de pas forcément chercher à essayer de se comprendre et tout. Et ça devient... En vrai, c'est chiant même en ce moment-là. Après, c'est tout le débat qu'on a eu hier, Raz. Je sais pas si t'as envie qu'on en parle un peu, ça peut être intéressant. Ouais, vas-y. Mais hier, Raz, il était déprimé. Non, mais t'étais déprimé par tout ça, justement. Et t'étais en mode, j'en peux plus, la gauche. De toute façon, ça s'entre-déchire énormément, etc. Et il y a beaucoup de gens... un peu. Et non, c'est ce pas que... vrai. Moi, c'est ce que j'ai entendu aussi dans même dans les spaces des gens qui sont pas d'accord avec nous. Même eux, ils sont dans le truc de... Il y a 2 lignes. Il y a l'air d'avoir 2 lignes. Il y a de plus en plus cette idée qu'il y a 2 lignes à gauche, quoi. Et est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vraiment réel? Quel est le sentiment que vous avez là-dessus, les gens? Pour élargir le sujet, parce qu'on s'en fout de cette sauce-là, c'en est une parmi la dizaine d'autres qu'il y a eu là depuis 3 semaines. Non, mais on parle pas de ligne idéologique en vrai, parce que je vois votre truc, il y en a 3000. Non, pas en termes idéologiques, plus en termes de... presque de méthode militante, non? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Je sais pas sur quelle ligne. En fait, c'est pour ça que les 2 lignes, moi, ça me paraît un peu nul de réfléchir comme ça. Parce qu'en réalité aussi, tu vois qu'il y a des gens qui sont d'accord sur beaucoup de trucs, qui se détestent pour l'interpersonnel. Des fois, c'est vraiment des oppositions idéologiques. Des fois, c'est un peu les deux. Il y a une partie du discours qui plaît, l'autre. Il n'y a pas de ligne, il y a 2 méthodes. Il y a une gauche pipou et une gauche pas pipou. Il y en a qui sont en mode, il y a un truc woke, Twitter, et d'autres qui sont pas dans cette logique. Moi, j'ai pas d'avis arrêté en vrai. Ah non, on n'a pas d'avis arrêté, c'est vraiment, on en a discuté hier. Et justement, Raz, lui, me disait, j'ai l'impression qu'on fait que s'entre-déchirer, que c'est le bordel. Et je lui disais, moi c'est marrant parce que peut-être lié aussi au fait que ça fait un moment que je suis dans les lords de gauche. Pas forcément dans moi j'étais en mode, je trouve qu'au contraire, en fait, il n'y a jamais eu autant de solidarité
même avec des gens qui pensent pas forcément les mêmes choses. Mais moi, c'est parce que je vois ça de mon expérience d'aujourd'hui où tu vois des gens justement comme Wissam et d'autres, hein, vraiment tous les autres, on va pas les citer, mais vous connaissez quoi. Ouais, On n'est pas forcément d'accord. Il y a eu un épisode récent avec Kron là qui montre que voilà, des fois on a des désaccords de forme, de fond. On peut s'engueuler un peu, mais tout en se parlant, tout en communiquant, etc. Comme avec Wissam, il y a des choses sur lesquelles on est ensemble et des choses sur lesquelles on est à côté, c'est-à-dire qu'on est aussi dans nos domaines respectifs à essayer de faire avancer nos trucs, mais il y a une forme de solidarité et de loyauté où quand on va se faire des critiques, on va les faire de manière interne, on va aller vraiment communiquer, se faire des discords, se voir en privé, se parler, etc. Dire ah ça j'ai pas trouvé ça ouf, mais comprendre aussi pourquoi les autres agissent comme ils agissent, pas forcément les condamner moralement immédiatement et continuer de se soutenir et notamment face aux adversaires, face à la violence absurde et illégitime, etc. Ouais, d'arriver à avoir ce travail-là. Et moi, ça, je le vois et c'est proprement inédit, hein, parce que la gauche que j'ai connue en 2015-2016, c'était beaucoup plus... déjà, c'était une gauche beaucoup plus blanche, beaucoup plus hétéro. Hein. Je parle sur le net, hein, je ne parle pas forcément d'autres choses. Positif, ouais. Je parle vraiment réseaux sociaux, internet. Celle qui était clairement visible. Après, il y en avait aussi sur le net. Nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, genre parce que je vois bien les trucs. Non, c'est juste que tu les connaissais pas à l'époque. Bah si, je connaissais tout le monde. Mais on parle vraiment du lore, internet, créateur de contenu, qui est celui qui nous concerne. Beaucoup moins de solidarité, notamment. Enfin, moi, c'est la critique que j'ai beaucoup portée. Vous le savez aussi à cette gauche-là. Beaucoup de lâcheté, quoi. Genre notamment face à l'extrême droite. Notamment dès qu'il s'agissait d'avoir un positionnement un peu radical, notamment par rapport au LGBT ou à l'antiracisme. Là, il y avait une lâcheté incommensurable, moi qui est un des trucs qui m'a beaucoup dégoûté, et qui fait partie aussi de pourquoi aujourd'hui je tiens à avoir ce discours de solidarité, tu vois, et de veiller, hein, j'y veille activement au quotidien que, vas-y, cette cohésion de groupe... on reste fort, quoi, et qu'on puisse se critiquer, et qu'on puisse quand même se parler et tout, etc. Et clairement, il y a des gens qui ne sont pas prêts pour discuter et qui sont... Et en général, bon, ça me fait rire, ceux qui ont le moins de culture politique. Oui, ça, c'est notre avis, parce qu'on est dans les plus woke, mais peut-être que c'est aussi notre point de vue il y a des groupes avec des pratiques et des cultures militantes différentes qui se sentent en concurrence. Bah ouais, mais en fait, c'est ça le truc. C'est qu'une culture et des pratiques militantes, pour moi, c'est un truc qu'il y a toujours eu à gauche, que j'ai toujours vu, tu vois. Je sais rien qu'entre un militant syndicaliste et un militant associatif, tu pourrais croire que c'est pareil, mais il n'y a rien de plus différent. Un militant à l'intérieur d'un appareil de parti, par exemple, il y a des militants qui sont et dans un parti et dans un syndicat. Rien que réussir à réconcilier les deux, parfois c'est hyper compliqué d'être sur les deux en même temps. Enfin, il y a plein d'angles qui font qu'il y a des cultures et des pratiques militantes qui sont différentes, mais est-ce que c'est obligé de nous séparer à ce point-là, tu vois? C'est ça la vraie question. Ouais, c'est chiant, quelle est la légitimité? Mais après, on n'est pas en train de dire que nous, on le fait pas. Ça veut dire, moi, je me mets dans les responsables de ça, de toujours juger les pratiques des autres, de toujours juger les stratégies des autres, de toujours penser que la sienne est meilleure, etc. C'est humain en soi. Donc je suis pas en train de mettre un truc que nous on a raison et eux non, et c'est nous qui sommes tolérants ou quoi, c'est faux. Et surtout à droite et même dans la vie, même au-delà de la politique, les histoires d'ego, les histoires interpersonnelles, les lignes, ça existe partout, hein. C'est pas que limité à la gauche, c'est pas genre un phénomène qui est lié à la gauche et qui est non, ça c'est humain en vrai. Moi je trouve, tu vois, c'est un truc que tu retrouves partout. Tu retrouves ça dans un boulot à la machine à café, comme dans la droite, tu vois, ça s'entre-déchire aussi. Les gens ils se tapent dessus parce qu'ils ont des intérêts, ils ont des inimitiés, tu vois, entre les différentes personnes, etc. Donc c'est pas un truc qui est forcément unique à la gauche, ça. Mais ouais, là, il y a quelqu'un me disait en 2015, ça se tirait plus dessus. Pas vraiment. Je pense qu'en 2015, les gens étaient beaucoup plus lâches et avaient beaucoup plus peur de s'opposer aussi un peu à la ligne, tu sais, des gens les plus woke, les plus militants, les plus vénères. Il valait mieux les avoir dans ta poche. Et c'était pas si difficile que ça. Il suffisait de montrer un peu patte blanche, de parler un peu en privé. Et tu pouvais les avoir. Et ils n'avaient pas ultra envie de les remettre en question, notamment parce que si tu les remettais en question, bah, tu te faisais abattre immédiatement, tu vois. Genre, c'était la méta SJW à l'époque, pour ceux qui se souviennent du terme. Ça toujours un peu, mais de manière différente. Bon, aujourd'hui on dit woke, mais bon. Et c'est à la fois quelque chose qui est un peu réel à gauche, et à la fois une critique qui est tellement déformée par l'extrême droite, qui fait que même si tu veux les critiquer, tu dois être dans un discours de nuance, parce que bah, derrière tu as aussi toute la droite, l'extrême droite, tous les adversaires politiques de la gauche qui se servent de ces termes-là pour éclater tout le monde. Typiquement avec Wissam,
on a un discours plutôt, on est critique vis-à-vis du wokisme, lol, Ouais, pour dire ça comme ça. dans les luttes à gauche, etc. Mais du point de vue de l'extrême droite, on est des woke. Bah ouais, et on puis est les pires des woke qui soient. Et on est puis- les woke, on est leur représentant numéro 1, c'est nous. Hein. Et puis Les moi, je autres, trouve ils qu'on les est connaissent des- à peine, en fait. Non, mais en plus, genre, moi je trouve qu'on est des wokistes. Genre, en vérité, Oui, nos en idées plus. et tout. Enfin, genre, on est Non, mais largement même, on a en même accord certains des avec ce qu'a défauts, appelé même. On a même le woke. beaucoup des défauts, quoi. Les pages douées, c'est l'extrême droite qui a effrayé les créateurs à l'époque. Pas la peur des sauces Twitter. Il y Oh, a les si, deux. Usul. Alors là, Usul, je suis vraiment Moi, pas. non, mais Alors, je suis si, d'accord, alors, il y a un l'extrême réel droite. truc. Attends. C'est ça. L'extrême droite, il y a un vrai truc. Mais à l'époque, moi, je le sais, c'est comment. C'est quand j'avais fait réponse à Internet, j'ai une partie dedans qui s'appelle JW où j'avais renvoyé la violence sur les réseaux, tu vois. J'avais fait ça, etc. Et j'ai reçu énormément de messages de créateurs, créatrices de gauche qui me disaient ah ouais, j'en peux plus, machin, ça me fait souffrir, j'ose pas dire ce que je pense, non. J'en ai reçu, mais et je te parle là des grands noms, hein. Je te parle de tous les grands noms de l'époque. Je te parle pas de petits gens, enfin il y en avait Mais aussi, après, hein, des petits militants et tout, mais je te parle aussi de gros youtubeurs qui étaient parmi les plus gros à ce moment-là et qui me disaient putain moi j'en peux plus et tout, mais ils osaient pas parce que ils étaient terrifiés de l'extrême droite d'un côté, effectivement, qui reste le plus gros ennemi, hein, les gens. Je le rappellerai toujours, hein, c'est vraiment les 3/4, voire les 9/10 du harcèlement, c'est l'extrême droite quoi. Mais il y avait aussi au sein de ton propre camp, en plus ça fait d'autant plus mal, ils sont peut-être moins nombreux, mais ça fait d'autant plus mal quand c'est ton propre camp qui te critique. Ils étaient terrifiés de certains comptes Twitter qui bâchaient systématiquement les gens qui allaient contre eux, quoi. Et là où je donnerais raison à Usul sous un autre angle et à toi aussi, c'est que pour moi, c'est aussi la terreur de l'extrême droite et sa montée en puissance qui n'a jamais cessé depuis, qui crée aussi un repli sur la guerre interne, parce que là où en face, l'adversaire politique, il n'y a que de la défaite et de la faiblesse, ton dernier outil et le dernier truc sur lequel tu as de l'emprise, c'est à l'intérieur de ton propre camp. Et en fait, pour moi, les deux, ce que tu dis, se nourrissaient par ce que disait Usul, en fait. Et c'est pour ça que c'est de la gauche, soutenez pas de masse avec l'extrême droite, critiquez un peu, mais c'est l'extrême droite qui lançait des vraies campagnes terrifiantes. Ça, de ouf. Ça veut dire que t'avais l'absence de soutien, c'est parti du masse harcèlement de la part de l'extrême droite, des campagnes de harcèlement et de destruction de militants de gauche qui se liaient avec qui se liait avec un truc de ton et de critique plus ou moins passive-agressive, plus ou moins disqualifiante à l'intérieur d'un camp qui était lui-même ostracisé, quoi. Et en fait, l'ostracisation du camp de gauche a créé des mécaniques de guerre interne qui étaient rendurcies par tout le côté forteresse assiégée, quoi, l'obsidionalité de Cassandre, là. Mais intéressant, mais après je pense ça vient d'où les moi je le vois par rapport à harcèlement que je reçois, hein, proportionnellement, quoi, et aussi par rapport aux autres gens qui se font harceler et comment, et puis moi j'ai plein de gens qui ont eu des trucs, et enfin c'est des échanges, quoi. Tu peux même, ça se voit, hein, des fois, hein, il suffit de regarder, hein. Par exemple Wissam, là t'as 90% des mecs qui l'insultent, c'est des droitards extrême droite ultra vénères contre lui, et t'as 10% de gens de gauche aussi qui le critiquent un peu, quoi. Mais ça fait, en fait, quand c'est ton camp, ça fait mal pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est ton propre camp. Ensuite, du coup, tu sens une petite haine de petits militants qui n'hésitent jamais à te taper dessus quand tu as un problème. Et surtout, et Usul a raison, une absence de soutien. Et cette absence de soutien, elle joue aussi dans le côté, la violence de ce que tu subis. C'est-à-dire que le simple fait qu'ils s'en battent les couilles, qu'ils te laissent en première ligne, voire même certains prennent du plaisir, hein. Moi, j'ai lu des tweets de gens, ils sont trop heureux quand je me fais démonter par un droitard. Parce qu'ils ont trop le seum contre moi, en fait. Ah, de ouf. Et en fait, tu sens que ce truc-là, et c'est ça qui fait que la haine, elle est totale, quoi. C'est-à-dire que tu te fais enculer par l'extrême droite d'un côté, ensuite t'as les quelques sympas qui viennent, ils disent « Ah, soutine !» en MP, tout en me disant qu'ils ont trop peur de pouvoir te soutenir, voire même en me disant « Attention !» viens pas trop sous mes vidéos parce que derrière l'extrême droite se ramène, donc s'il te plaît fais pas trop ça. Et après ils font les grands guerriers et tout dans des tweets, tu vois, sur des sujets beaucoup moins dangereux. Donc t'as ça qui te met une sorte de petit seum, mais à la limite eux au moins ils te soutiennent. Après t'as ceux qui limite se régalent que tu te fasses harceler, et pire ceux qui en plus amplifient le phénomène en t'harcelant aussi, en disant ah bah non c'est une merde, non. Et en fait c'est ça qui fait on va dire la globalité du mur que tu te prends dans la gueule, et au bout d'un moment tu t'y habitues, mais franchement les premières fois ça pique, quoi. Et en 2015-2016 il y avait aussi très peu de soutien, de solidarité
je trouve, entre les gauchistes. Et ça, c'est un truc, je pense, nous, on y a Qui est en train de changer, ouais. Nous, on y a beaucoup veillé. Et c'est aussi pour ça que moi, je suis ultra heureux d'avoir des alliés vraiment comme Wissam et d'autres. C'est que Quelle solidité. je sens que quand nous, on se prend une sauce, ils sont en soutien, mais que ce soit par MP, que ce soit en essayant de nous soutenir, en essayant de nuancer, en essayant de calmer le jeu, que ce soit de manière publique, que ce soit dans le privé, en venant parler, en venant discuter, en venant débriefer, tu vois, avec nous, en nous disant les choses qui font mal, mais au bon moment, en nous disant des choses rassurantes au bon moment aussi, etc. Et ça, c'est juste d'avoir cette possibilité de communiquer. Et je le vois aussi avec certains des personnes qui n'étaient pas du tout d'accord avec nous, mais qui, face à la bêtise de ce qu'on recevait dans la gueule, nous se sont venus quand même discuter avec nous, essayer de comprendre notre point de vue et tout. Et ça, c'est ultra grave parce qu'après, tu as vraiment des gens, tu leur dis vas-y, on part, ils te bloquent, ils t'insultent, ils passent leur temps après à exciter leurs potes en t'insultant, en te calomniant et tout. Et ça, c'est... Là, t'as l'impression que t'es face à un mur et ça, c'est proprement déprimant, quoi. Et bon, il y a une réflexion à avoir aussi. Qu'est-ce qu'on fait des militants qui pensent trop à leur ego avant de penser, tu vois, à ce qu'on pourrait construire en commun. Oui, mais il y a une limite, tu vois. Moi, il y a des gens, je les aime pas et tout, mais je veux pas non plus j'ai pas forcément cette envie d'aller les bâcher ou de les réduire plus bas que terre, tu vois. Même ceux qui ont été les plus bâtards avec moi, en vrai, moi, si tu viens discuter, je suis content. Parce que tu te dis, ça fait un problème en moins. Parce que clairement, l'extrême droite, c'est ça notre vrai. L'adversaire, là. Le vrai adversaire, c'est l'extrême droite qui est surpuissante médiatiquement dans le champ. Là, en ce moment, il y a un backlash transphobe hyper violent, les gens. Là, il y a une sortie du bois d'énormément de TERFs. Et on savait on savait déjà qu'elles étaient des TERFs, etc. Mais là, ça a mis une tribune dans Marianne. Ça envoie des tribunes à la ministre, etc. Enfin, c'est vraiment... C'est un délire, quoi. Bien sûr. Ultra con. Sa mère, les féministes. Et puis justement, l'extrême droite joue beaucoup de notre zizanie de ce chaos, voire même parfois l'organise sciemment. Ça les fait marrer de nous monter en épingle, etc. Typiquement, les chaînes de drama là, qui essayent de dire ah regardez, un tel s'est pris la tête avec un tel, etc. Ça fait qu'aussi, des fois sur la place publique sortent des histoires qui auraient dû rester en interne, ce qui crée des inimitiés et qui permet aussi à la droite de dire ah vous êtes ridicule de loin, ce qui fait peur aux normies, c'est-à-dire aux gens un peu dépolitisés ou sympathisants de la gauche et qui se disent oh c'est trop compliqué. Moi le nombre de gens qui m'envoient des messages en mode je sais pas comment tu fais. Être de gauche, ça a l'air horrible. Je voulais créer ma chaîne pour parler de ça. J'avais envie de faire un truc et j'ai pas osé parce que ah vas-y la sauce, j'ai pas envie d'être dans des sauces. Comment vous faites pour être tout le temps dans des sauces, etc. Ça je reçois beaucoup de... Et ça je vous parle des gentils. Il y a aussi ceux qui me le disent en mode la gauche vous êtes des débiles en fait. Vous êtes tout le temps en train de vous ensaucer pour des détails. Vous prenez la tête de qui est plus blanc, qui est le plus hétéro, qui est le plus machin. Vous êtes infect, ça donne pas envie en fait. Vous donnez pas envie. Pourtant moi j'ai envie de défendre les inégalités sociales, ou j'aime pas le racisme ou machin, ou j'ai pas l'homophobie, je trouve que c'est mal. Mais vas-y, vous donnez pas envie. Donc en fait, flemme de vous soutenir, flemme de vous écouter. Et donc en fait, cette zizanie, elle nous dessert. Surtout que nous, elle est visible. La zizanie à droite, elle existe. Alors là, je peux vous dire qu'elle existe. Eux, ils sont dans les bois. Beaucoup de droitards m'écrivent pour m'expliquer ce qui se passe en interne. Parce qu'ils voient très bien que je suis en position de combat avec eux. Donc il y en a qui viennent me donner des petites balles. Mais et je peux vous dire qu'ils sont en bordel. Mais ils le montrent pas. C'est-à-dire qu'ils essayent de, entre guillemets, garder la face publiquement pour justement pas faire comme les gauchistes. Et c'est un truc qui leur amène un soutien de ouf. Combien de gens écrivent ah vous au moins, contrairement à la gauche, vous vous entre-déchirez pas entre alors vous. Que c'est une illusion. C'est complètement c'est vraiment faux. Une illusion. Ils s'entre-déchirent de ouf. Ils s'entre-déchirent de malade. Mais ça peut donner ce truc-là. Et donc il y a un côté repoussoir, ça nous rend repoussants. Et je trouve aussi qu'on donne trop l'heure à des militants toxiques. Qui, comme en fait ils sont turbo-toxiques, leur seule arme, c'est d'être ultra toxique avec tout le monde, comme ça ils font un peu peur à tout le monde, ils tiennent un peu tout le monde par les couilles, donc personne n'ose vraiment les critiquer, et ceux qui osent du coup se font défoncer et deviennent entre guillemets cancel par ces gens là. Merci, tu vois. Nico Foucault. Et je trouve que des fois bon, il faudrait, surtout que au final on finit toujours par découvrir que c'est aussi les gens qui sont les plus prompts à faire comme ça des leçons de morale, qui bizarrement tendent vers le féméliste, sont un peu essentialistes, ont des biais racistes, ont des biais homophobes, LGBTophobes. C'est pas parce que tu t'affiches super open et que du coup tu tabasses tout le monde stop les freeballs sur des gens. Toi, on s'en fout. T'es pas un peu violent en fait. T'es pas aussi un peu
dans un truc pas si ouf que ça. Et il y en a beaucoup qui se servent aussi de ça à gauche pour donner des coups, tu vois. Alors pour ceux qui n'ont pas les datas, féminisme, c'est les TERF en fait qui, vu que le mouvement féministe, et donc les TERF, je rappelle, c'est des féministes qui veulent exclure les personnes trans et qui disent que les personnes trans sont des femmes ou des hommes biologiques et que c'est pas possible de transitionner. Et du coup, vu que le mouvement féministe, notamment en France, est très largement contre cette idée-là et qu'il y a un soutien large des personnes trans, les quelques féministes ont changé de mot et ont décidé de s'appeler femélistes, ce qui serait une référence au fait d'être femelle et donc à la biologie, à l'essence féminine, etc. Mais vous inquiétez pas, Cassandre, il sera une vidéo très bientôt. Quelque chose sur ça. Vous allez voir toutes les datas, ça va être très bien. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et j'essaie de résumer très vite. Hein. Voilà. Caractérisé par le ce qui est compliqué aussi, c'est que en plus, au-delà de ça, au-delà des trucs un peu toxiques, il y a aussi on lutte aussi à gauche contre un côté doomer, un abandon de beaucoup de gens, de la lutte, de la flemme, de toute façon ça sert à rien, de toute façon planète finito, de toute façon capitalisme c'est finito, on pourra jamais rien faire. Donc il y a aussi un sentiment dépressif qui plane sur la gauche. La gauche, c'est aussi beaucoup d'identité marginale, traumatisée. Donc il y a aussi cette logique dépressive qui va avec et qui est cohérente. On peut pas tellement en vouloir aux gens d'être déprimés parce qu'ils ont pas de thunes, oui, parce qu'ils subissent de la transphobie, etc. Tu vois, genre on peut aussi comprendre qu'est-ce qui fait qu'à gauche, on a aussi un peu les gens qui vont pas bien, quoi, tu vois. Et non, heureusement qu'ils sont dans notre camp, tu vois, et qu'ils assument leur côté pas bien, tu vois. Et c'est aussi notre rôle de les protéger. Mais du coup, ça ajoute aussi au côté, on va dire, un peu doomer et au manque de solidarité et de, tu vois, et de, comment dire, de résistance face à l'adversité aussi, tu vois. Parce que c'est pas simple. Donc t'as vraiment ces logiques-là qui font que pour plein de gens... Les armes des faibles sont de faibles armes, bien sûr. Exactement, ouais. Bourdieu, hein. Pierrot. C'était pas juste un tweet, non. En gros, c'est Dora Muto qui a commencé à se définir comme ça. Ça a été repris par Marguerite Stern. Et puis il y a des personnes plus random qui commencent à le dire. Moi, je me rappelle, il y avait un tweet d'un profème TERF qui a répondu parce que, genre, en gros, Dora Muto disait qu'elle se faisait diffamer par les personnes trans alors qu'elle faisait enfin pas elle dit pas les personnes trans, vous imaginez bien, alors qu'elle faisait de la simple biologie et lui il a dit elle vous dit femme, moi je dis et vous dites femme. Je vous suivrai toujours. Et sa photo, c'était lui qui faisait un selfie devant son studio en train de prendre une meuf en photo, tu sais, le photographe semi-amateur là. Donc vraiment que des red flags. C'est bien, ouais, ça. Moi je suis d'accord qu'au moins ça clarifie le champ. Celles qui vont se qualifier de féministes, on saura tout de suite évidemment parce que ça crée de la confusion. Après la confusion reste un peu, il y a ce qu'avec Casson on appelait les TERF mentales, alors maintenant on va peut-être pouvoir les appeler les féministes mentales, ouais. Mais c'est que typiquement essentialiser la masculinité, c'est ce qu'on a dit, nous on s'est fait d'ailleurs tabasser de ouf à l'époque pour avoir dit ça, essentialiser la masculinité, c'est du coup prendre les risques d'un féministe essentialisme et donc qui va vers le TERFisme. C'est aussi du coup ne pas réfléchir politiquement à la question de la classe, au rapport au corps masculin dans la classe sociale, à tout ce qui est les masculinités subalternes, et donc aussi on pourrait dire les masculinités noires et arabes, etc., masculinités indigènes, les transmasculinités, et c'est pour ça qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis c'est aussi servir un discours bourgeois, qui est celui du féminisme blanc bourgeois. Et je parle bien du féminisme blanc bourgeois, le vrai, hein, parce que ça va vite sur Twitter de s'insulter, tu vois. Mais je parle le vrai, c'est-à-dire celui qui écrit dans les journaux, qui dit plein de conneries, notamment essentialistes, et c'est pas pour rien. Si vous voulez, là, les deux journaux qui sont les relais très clairs des idées féministes et transphobes, c'est Marianne et Figaro. Pour l'instant, c'est vraiment les deux. Et en fait, il faut comprendre que sur Twitter et même dans le milieu associatif féministe, il y a quelques assos transphobes, etc. Mais en fait, par exemple, Dora Muto, elle, sa puissance vient qu'elle profite d'un réseau journaliste, de son capital culturel bourgeois, capital social, ouais, bourgeois, et qui lui permet d'avoir des tribunes dans Marianne, d'avoir des interviews dans le Figaro, d'être interviewé chez Sud Radio, etc. Et dans tous les podcasts, gros, dans tous les podcasts, podcasts et la sociologie des gens qui consomment des podcasts. Et en fait, la queue de comète, c'est que les réactionnaires de droite invitent
cette nouvelle vague de féministes transphobes pour servir leur discours réactionnaire, homophobe, LGBTophobes, quoi. Ça. Les conservateurs ont trouvé appui pour essayer de viser les féministes. Oui, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi un truc. Ah, tiens, il y a des féministes qui tapent sur les LGBT, qui tapent sur les autres féministes, qui tapent sur la gauche. En réalité, bah c'est bien, on va les récupérer avec nous. Il y a vraiment voilà, des quoi. féministes qui n'ont pas les mêmes intérêts, quoi. Et bien C'est pour sûr. ça que, par exemple, dans l'afroféminisme, tu vas avoir une défense, par exemple, de la masculinité indigène. Parce qu'elles sont parfaitement conscientes, via leurs frères, via leurs darons, etc., des violences que tu peux subir quand tu es un homme noir ou arabe, notamment par rapport à la police, pour prendre l'exemple le plus évident, mais il y a d'autres choses aussi. Elles sont beaucoup plus conscientes que ça, que pas mal de féministes bourgeoises qui vont être en mode j'ai besoin que mon mec soit déconstruit. D'ailleurs, déconstruction du mec blanc féministe, bon, souvent on sait très bien le leurre que ça peut être. Et puis la féminité dans la bourgeoisie, être efféminé, être élégant, c'est aussi une forme de privilège de classe. Et tu vois, tout de suite, ça fait que pour réfléchir à tout ça, et c'est un moyen de se distinguer du beauf, de se distinguer du prolétaire un peu vulgaire, etc. Donc en fait, il y a plein de questions comme ça qui méritent du coup qu'on ait un regard acéré, mais c'est très compliqué, notamment parce que c'est gangréné de gens qui sont un peu terf mentaux, qui vont dire « Ah non, les LGBT, moi j'aime bien, je soutiens aux LGBT, soutine, mais qui en réalité ont des visions... assez conservatrice et essentialiste de ce qu'est le genre, et même si peut-être ils vont avoir parfois un peu une vision un peu plus féministe que la moyenne, tu vois, mais derrière c'est pas pour autant qu'ils sont carrés sur l'antiracisme, qu'ils sont carrés sur l'homophobie et qu'ils comprennent réellement les intersections complexes et nuancées qu'il y a dans ces sujets-là, quoi. Et ça aussi, ça crée un climat à gauche qui parfois empêche de politiser certaines questions, et c'est toujours fascinant comment du coup c'est parfois justement le dominé qui doit se justifier, tu vois. C'est ça. Et tu dois faire des longs discours pour justifier la transmasculinité ou les masculinités subalternes en utilisant bien des gros mots, etc. et tout. Ouais, alors que c'est beaucoup plus simple d'écrire Ménard Trash, tu vois. C'est ça. Tout le monde se disait intersectionnel il y a quelques années, mais en pratique c'est plus compliqué de l'appliquer. Bah, c'est ça, et notamment tu regardes les décoloniaux, et notamment la team Wissam, Parole d'honneur, ont très vite critiqué ce concept-là, pas parce que ils veulent pas que les gens aient des idées féministes ou que les gens aillent sur du militantisme LGBT, c'est parce qu'en fait ils voyaient déjà l'arnaque qui était de dire je défends tout le temps en permanence, alors que en réalité tout est une nuance bien plus complexe, et c'est pas comme ça que le champ politique et le champ de la militance peut s'articuler, quoi. Et de toute façon, en plus, les idées d'intersectionnalité et un concept à la base états-unien sous un angle juridique qui est donc d'autant plus, qui est pas vraiment, et qui est presque un angle d'analyse plus qu'un outil militant, parce qu'on est arrivé à un truc qui était plutôt une analyse de situations, c'est-à-dire d'analyser des personnes qui sont à l'intersection de plusieurs oppressions, de plusieurs dominations, nouvelle etc. forme d'oppression, parce qu'il y avait vraiment cette idée-là, c'est que être une femme c'est une chose, être noir c'en est une autre, être une femme noire c'est limite, tu vis des choses qui sont uniques, qui sont propres à cette situation-là. Et voilà, et ce que t'expliques, voilà, c'est que c'est un truc de description, c'est descriptif, et en fait c'est devenu déformé comme une sorte de prérequis d'outils militants, qu'en fait l'intersectionnalité serait un mode de militance qui prendrait en compte en même temps, en permanence, tout le temps, tous les trucs en même temps, etc. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas possible, tout le monde peut pas militer, être parfait sur ça que je faisais tout le temps, etc. Et c'est pour ça que nous, pour finir, on parle de l'idée d'Ouria, du truc de ensemble et à côté. C'est aussi une réponse à ça. Ça veut dire que là où certains, par exemple, Parole d'honneur, vont avoir une priorisation sur les questions décoloniales, mais vous inquiétez pas qu'ils travaillent sur le reste, ils font genre, par exemple, Wissam, il a lu plus de féministes que c'est les gens les moins LGBTophobes que j'ai rencontrés à gauche. En plus, c'est les gens les moins LGBTophobes. Pourtant, c'est eux qui font moins crari, c'est bizarre. Mais ça, comme toujours, mais en même temps, ils assument d'avoir une priorisation, comme par exemple Cassandre. Lui est clairement un militant de la cause LGBT. Il en parle énormément. Il est actif dans un parti sur les questions LGBT. Il parle énormément de ça. Et en fait, au final, quand tu prends les deux en même temps, bah, c'est pas deux personnes qui vont être intersectionnelles à parler de tout le temps, mais les deux créent du discours dans leur laine qui leur est propre, sur lequel ils sont en compétence, et ça crée du discours dans les deux sujets. Pas que ça, ce qui est compliqué dans l'intersection. Ouais, mais pour rajouter, non mais je suis d'accord avec toi, mais pour rajouter un point, ce qui est aussi complexe là-dedans, c'est que les objectifs sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que plaquer une vision progressiste de je dois aimer les trans, les noirs, les arabes, les LGBT, enfin tu sais,
le truc de je défends tous les femmes, etc. Bah ouais, mais sauf que du coup, quand t'arrives dans les milieux populaires blancs, bah il y a du sexisme, il y a de l'homophobie. Mais du coup, les gens sont pas parfaits. Quand tu vas dans les quartiers populaires, il y a des LGBT-phobies. Mais il y a une vision différente, c'est pas la même LGBT-phobie que je sais pas, le 16e arrondissement. Ou les bourges du 16e. Manif pour tous, ou je sais pas quoi. Donc en fait, il y a plein de pincettes et de nuances. Et en fait, bah, très vite, c'est aussi un moyen, une sorte de contre... C'est le paradoxe des fois de l'intersectionnalité, c'est que parfois, ceux qui disent « Ah bah moi j'ai tout compris, je suis déconstruit, j'ai une vision d'ensemble », mais en fait, dès qu'il y a un racisé, je vais le dire comme ils le disent, tu vois, qui en fait bah, va être carré sur l'antiracisme et va dire un truc peut-être un peu sexiste ou avoir des doutes sur le fait d'être LGBT comme les blancs l'entendent, bah ah bah non, mais du coup il est pas safe. En fait c'est aussi un super moyen d'ostraciser des personnes de la lutte. Et en fait c'est aussi la chose que je trouve assez intéressante, c'est que beaucoup de nos adversaires sont les rois des woke, de la parole des concernés, etc. Bizarrement ils apprécient pas la nôtre qui est LGBT, ils apprécient pas celle de Wissam. Tu vois, c'est ça aussi que je trouve précis. C'est que la gauche blanche elle est quand même dans un entre-soi limité, parce qu'au final c'est ce que moi j'appelle l'entre-soi OkCupid, hein. Des sapiosexuels fans de Doctor Who tu sais, qui sont là avec leurs valeurs à eux, mais en fait ils se reproduisent vachement dans les mêmes cercles, dans les mêmes sociologies. C'est là que tu vois la fin des paroles des concernés. Tu peux faire genre Crary, t'es intersectionnel sur le papier, mais dans la réalité être réellement intersectionnel c'est ultra complexe, parce que bah si tu commences à dire tu traînes avec des LGBT et que tu défends l'islam, t'as des LGBT, ils sont en mode oula les religions, mollo. Parce vous inquiétez pas que nous ça nous le reproche. J'ai subi de la LGBT phobie de la part de religieux, alors qu'ils soient musulmans, chrétiens, etc. Tu vois. Et inversement, avec des musulmans, il y a des questions d'identité de genre, ils vont dire ouais ça c'est le progressisme blanc. Donc en fait, bah pouvoir articuler les deux, parler à des publics différents. Bah, il faut c'est d'être tolérant, sport en fait. Non mais et puis c'est sport, c'est compliqué. Faut comprendre, voir justement ces contradictions, ces problèmes-là, et puis moi, trouver des solutions quoi. Je me rappelle de mon daron, moi on va dire une partie de ma famille qu'on va dire un peu réac, on va dire ça comme ça, tard les militaires et tout. Moi quand j'étais jeune, je passais mon temps à m'engueuler, à être un petit con, à faire mon gauchiste, à machin, etc. Et mon daron à chaque fois il était en mode deux choses déjà. Prends les gens comme ils sont avec leur réalité. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont, et surtout, là où t'es encore plus un petit con, c'est que ce que tu fais, ça sert à rien. Tu les rends encore plus débiles en étant agressif, en leur faisant la leçon, en étant... Enfin, tu vois, genre, c'est pas comme ça que ça va marcher, genre. Et puis surtout, enfin, tu vois, à un moment donné, aller commencer à faire le gauchiste avec même... Moi, je vois, tu vois, des trucs, des prolos d'usines qui ont perdu leur taf, qui se retrouvaient dans l'assaut, à être à deux doigts de finir à la rue, etc. Et d'avoir un petit connard qui vient leur casser les couilles sur ceci ou cela. En fait, respecte-toi. Genre respecte-toi quoi. C'est là où l'idéalisme, c'est vraiment le gauchisme, hein, la maladie infantile de la gauche, le gauchisme. C'est là où l'idéalisme peut faire mal. Hier dans le space, t'avais quelqu'un là qui se vénérait parce qu'apparemment il y a eu un space sur les prisons récemment, là sur Fresnes et tout, lié aux histoires de karting, machin, bidule. Et du coup il y avait un prisonnier qui est venu et qui a réussi à venir dans le space et qui a pris des risques, hein, parce que vous doutez qu'avoir un bigot en prison, hein, c'est déjà une forme de risque, et qui est venu parler de ses conditions, qui a dit moi j'aimerais bien qu'on ait plus ça, etc. Et il y a une personne qui est venue lui dire non, tu demandes plus de droits, mais ce qu'il faut c'est abolir la prison. Et là on est vraiment dans le alors ça, là cette personne s'est fait démonter, hein, dans le space qu'on a écouté hier, mais a priori, genre c'est vraiment, tu vois l'idéalisme, ah mais on va faire l'absolu, mais sauf qu'en fait quand t'es dans la réalité face à quelqu'un qui vit littéralement en tôle avec les rats qui passent devant lui, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Allô, calme-toi. Mais comprenez le truc, c'est que t'as quelqu'un qui vient parler de ses conditions de vie en prison. Et la seule réponse que tu lui apportes, c'est même en étant gentil. C'est incroyable. Parce que même en étant gentil et en voulant faire gentil, dire t'inquiète, on va abolir la prison. Tu comprends bien que même si tu le fais pas en mode tais-toi, t'as pas le droit de parler, que tu le fais en mode gentil, mais en fait c'est hyper violent quoi. Ah oui, et puis comme la personne disait, à un niveau politique, dans une réflexion médiatique, sur un plateau télé ou avec des élus, c'est un discours qui peut avoir du sens. Mais là, face à un concerné direct qui est dans la sauce. Ouais, c'est au moins maladroit et il faut faire attention quoi. En fait, limite, tu chies un peu dessus quoi, tu vois. Genre, il y a un truc un peu. Mais bon, ça, typiquement, c'est le gauchisme aussi.
Et après, voilà, c'est pas si grave que ça. Moi, je jette pas forcément la pierre, tu vois. Ça te fait pas Zarma, on a tous des sorties gauchistes. Moi, je suis d'accord, on a tous dit des trucs bêtes. On est tous des gauchistes. C'est d'ailleurs pour lutter contre son gauchisme. Je suis encore idéaliste. Des fois, j'ai encore des avis idéalistes, etc. Genre, moi, je suis pas. Genre, on est tous passés par là. Même nous, on dirait concilier les beaufs et les barbares, mais dès qu'on voit des beaufs un peu ultra sexistes ou racistes, on n'a pas ultra envie de les défendre. Et quand on voit à l'inverse, tu vois, des barbares qui vont être turbo LGBTophobes, machin, t'es en mode bon, flemme. Et en fait, c'est ça qui est dur. Et c'est, tu vois, c'est tout ce que disait Sabrina aussi dans pas mal de ses tweets. C'est quand elle disait, moi j'ai envie de faire la réconciliation des beaufs et des barbares, mais les vrais. Et du coup, ça m'empêche d'être dans une sorte de pureté militante. C'est ça, parce que les barbares, la plupart, t'en as plein, bah, ils sont un peu LGBTophobes, ils sont dans des cultures patriarcales, misogynes, etc. Et inversement, des beaufs qui sont bien racistes, avec des avis du PMU, t'as pas envie d'entendre et qui peuvent être d'ailleurs aussi bien misogynes et tout, mais c'est aussi avec eux que tu dois faire cette réconciliation parce que c'est eux qui vont, c'est eux le prolétariat. En plus, elle est la turbo, milité avec les gilets jaunes, donc t'inquiète que les beaufs, elle les connaît mieux que plein de babes toutes gauche d'ailleurs. Mais bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais voilà quoi, tu vois, genre c'est comme ça, mais c'est juste faut essayer de se tolérer aussi en termes d'individu, on n'est pas parfait quoi. C'est normal d'être un peu idéaliste parce que faut aussi qu'on avance des concepts théoriques, tu vois. Et des fois, bah, on parle et puis c'est aussi ça qui influence les gens, qui inspire. Et tu peux pas parler à tout le monde, notamment quand tu fais des trucs un peu intello, gros cerveau et tout. Bah évidemment, tu te limites aussi, emporté. Donc, mais tout ça, au moins, c'est bien d'avoir conscience de son gauchisme, tu vois. C'est le minimum, on va dire. Parce qu'il y en a, ils sont aveuglés par leur gauchisme. Et là, ça peut créer des situations complexes. Mais ça montre bien que l'intersectionnalité, c'est bizarre. Et ouais, sur la question des alliés, parce que Usul, il parlait de ça. Ouais. Les alliés, moi, c'est pareil. Moi, franchement, ça me saoule de fou. Il y a vraiment des gens, ils sont hétéros et ils parlent super bien des questions de féminisme, LGBT. Mais genre, il y a des bourgeois, sans eux. J'ai pas envie d'insulter Wissam de gauchiste, mais Wissam, qu'est-ce qu'il est carré sur ces questions-là, alors qu'il fait que genre qu'il s'y intéresse pas, ça me fait trop rire. Il a lu autant que Cassandre sur le sujet. Mais tu vois. Après, ça, c'est limite méchant, je le vexe en disant ça, mais c'est réel en fait. Ça prouve bien que tu peux avoir de l'humilité et dire c'est pas mon sujet, et en fait, être turbo renseigné, quoi. Genre, enfin, et c'est pas, c'est tant mieux, c'est trop bien, tu vois, c'est pas grave, quoi. Genre, Et en fait, s'il y a vraiment des gens, et parfois ils vont être amenés à leur stricte couleur de peau, quand bizarrement ils vont plus penser comme quelqu'un ou qu'une autre personne va se sentir limitée. Et encore une fois, c'est ultra important d'écouter. D'écouter, genre, en fait, les concernés en soi, c'est une expérience subjective et il faut en écouter. Tu peux pas dire je vais m'intéresser à l'antiracisme, mais je vais jamais écouter de personne qui a subi le racisme. C'est un non-sens absolu. On est totalement d'accord avec ça. Et puis, tu vas pas aller faire, moi, je vais pas aller faire des leçons sur le contrôle aux faciès ou sur les menstruations pour des raisons évidentes, tu vois. Pour des raisons évidentes que c'est des sujets, des choses que je ne subis pas, en fait. Mais par contre, je peux comprendre, je peux voir à côté de moi, je peux être concerné indirectement en voyant mes potes le subir et ce genre de choses, tu vois. En travaillant, en lisant des choses. Mais il y a quand même des choses qu'on a aussi en commun et on peut avoir des buts en commun et une défense. Enfin, moi, je pense que le racisme, ça dessert littéralement tout le monde, tu vois. Donc, c'est pas juste genre, oh là là, je vais perdre mes privilèges si je combats le racisme. Je réfléchis pas ça du tout comme ça. Je vois comment on pourrait être plus riche les uns avec les autres si le racisme était moins puissant dans le pays, tu vois. Genre, je vois bien comment on cherche à nous diviser, comment on divise les classes sociales avec ça, comment on divise les gens, comment on divise la France avec ça, etc. Donc forcément, ça te donne envie, merci Roll Necrobi, ça te donne envie de t'intéresser. Puis le décolonialisme, il y a des liens avec l'écologie, il y a des liens avec le capitalisme. Donc en fait, il y a toujours des liens, pas comme dans le patriarcat. Toujours ta pensée, tu vois, il y a toujours des liens avec tout. Ça. Donc tu peux tout à fait parler d'un sujet qui entre guillemets te concerne pas. Après, c'est important d'aller citer des gens qui sont experts de leur sujet et concernés. Mais typiquement, sans les bourgeois qui se seraient intéressés à la lutte des classes, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tu vois, il y a des bourgeois qui ont vraiment été des traîtres à leur classe et qui nous ont permis de nous émanciper intellectuellement dans le prolétariat, etc. Il y a des gens blancs qui vont lutter contre l'antiracisme et le faire très bien. Il y a des hétéros qui parlent très bien des sujets féministes. Queer, etc. Et bah, ils font partie de la lutte, il faut les respecter. Et parfois, de toute façon, et c'est ce qu'on a vu avec Cassandre ce matin, de toute façon, il est blanc qui ferme sa gueule. Ouais, c'est trop facile. C'est trop facile. En débat, va parler 5 minutes de l'Amérique du Sud. J'aimerais bien voir quelques militants antiracistes face à Cassandre. Une sommité de connaissances.
sur Gros, beaucoup surtout de qu'en problèmes plus, décoloniaux, là où tu vois. en plus, c'est un faux procès. Il a parlé que des questions LGBT. Il est venu en disant, moi, je l'ai vu dans ce milieu-là que je connais très bien. Donc bon, en plus, et le gars à gauche, t'as des dents, c'est Bagdad. T'as vu? Et regarde, genre, Hop, bam. hop. Ban life. J'aime bien ce qu'a dit Usul, c'est la vérité. Tu peux pas bosser à don tous les sujets, mais si t'as pas bossé, tu balances pas ton avis pourri comme ça. Bah ouais, c'est ça vrai. en fait. C'est faut accepter des fois. Il y a des trucs genre par exemple, enfin, tu vois, genre on parlait de ça tout à l'heure sur Discord, tu sais, sur la question kurde, le Rojava, qui est beaucoup idéalisé sur la gauche comme un truc révolutionnaire, etc. Genre apparemment c'est pas aussi simple que ça. Moi, ce sujet-là, je n'y connais rien. Je vais pas ramener là-dessus. Genre, c'est un sujet hyper précis, parallèle avec ça. Ou tu vois, l'Amérique du Sud, mon sujet. Genre, moi, Cassandre, il a 1000 data là-dessus, etc. Et même lui, il est en mode, mais de toute façon, il y a des trucs, c'est tellement un délire que même lui, il se permet pas de faire trop le donneur de leçons sur le sujet, tellement c'est compliqué, tu vois. Donc, à un moment donné, voilà quoi, faut un peu d'humilité. Après, c'est là aussi où tu dois renvoyer vers les gens. Moi, si des gens ils viennent me dire, je comprends rien au conflit israélo-palestinien, franchement, bon, moi, j'ai des petites bases. Mais je vais tout de suite renvoyer vers Youssef, vers Wissam, qui sont des experts du sujet en fait. Et c'est avec eux que je vais en parler. Qui est sur le chat. Quand on parle de ça sur notre chaîne, c'est là où on invite, on les invite. C'est aussi pour justement, on prend des gens qui s'y connaissent mieux que nous sur ces questions-là. Merci Fonzi. Et puis je sais qu'ils vont nous appeler aussi derrière. Quand ils vont devoir traiter une question sur le genre, ils vont penser à nous. Ils vont penser à Cassandre ou peu importe, tu vois. Mais ils vont penser à nous. Ils vont se dire, tiens, on va créer une discussion, il nous faut... des gens aussi qui vont apporter des datas, des données précises. Et c'est ça aussi la curiosité. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de soutenir. Et tu peux pas juste arriver en disant moi j'ai tout compris sur la vie, je suis plus woke que les woke. C'est pas possible en fait. Tu es obligé de t'entourer d'experts qui, et même dans ton propre champ, tu as des disciplines différentes. Un anthropologue n'a pas les mêmes données qu'un sociologue, tu vois, qu'un économiste, qu'un philosophe, je sais pas quoi. Tu vois, qui vont avoir un point de vue unique ou une façon d'aborder le sujet qui n'est pas forcément la même. Et c'est ça aussi qui va nourrir la réflexion au final, quoi. Moins on en sait, plus on est sûr de soi, plus on sait, plus on doute la base, les jeunes. Ouais, c'est comment ça s'appelle ça? C'est l'effet During, je sais pas quoi là. Dunning-Kruger, voilà. Alors, les trucs de zététiciens là. Voilà, l'effet Dunning-Kruger. Ouais. Les trucs de zététiciens, vous nous fatiguez. Hein. Bien sûr. Bah après, c'est la nécessité aussi de sortir de son champ et de son expertise. Elle est intéressante parce que tu réfléchis autrement. Par exemple, si tu peux être l'expert ultime des questions LGBT, mais si tu t'intéresses jamais à l'antiracisme, en fait, comment tu fais pour tous les LGBT qui subissent le racisme? Comment tu comprends leurs problématiques? Comment tu comprends les histoires au placard qu'il peut y avoir dans les quartiers populaires? Comment tu comprends le rapport entre religion et assumer ou non son homosexualité? Comment tu t'intéresses à ces choses-là si tu n'as qu'une vision blanche de ton sujet? Et c'est pas pour ça. Tu deviens limité. Quand tu t'y intéresses, c'est pas pour ça que tu commences à faire la leçon aux autres sur le sujet ou quoi, mais ça permet d'affiner ton discours en fait. C'est pas pour ça que tu vas te mettre à parler que de ça ou te permettre de parler à la place des autres, parler à la place des concernés, lol, machin. Mais ça te rend un peu plus précis, ça te donne des nouveaux angles de vue, ça te rend plus fin. Enfin, c'est tout l'intérêt d'assumer, d'avoir une laine, d'avoir un domaine de compétences, de l'enrichir avec les trucs des autres. Mais quand tu l'enrichis, c'est pas que tu vas devenir l'intersectionnel parfait qui connaît tout par cœur, etc. Mais ça te rend un peu plus précis, ça te permet de t'amender, etc. Et c'est tant mieux en fait. C'est ni une injonction à être parfait sur tout, ni un truc à ouais, sois bon que dans ton truc et c'est pas grave quoi. Bah voilà. T'as sucé une bite et gros, ça y est. Ouais, voilà, il y en a aussi. Les gens les plus blindés théoriquement, je suis sur des sujets, sont surtout curieux, demandent l'avis de tout le monde avec modestie. Bah ouais, c'est ça. Et après, c'est pas grave des fois de faire un peu le malin, de dire une connerie, ça arrive, c'est bon. Mais en fait, je pense que c'est les mêmes mécanismes que la virilité et d'autres trucs. C'est-à-dire que quand on est inquiété, quand t'es inquiété de ton savoir, t'as tendance à le spammer, tu vois. Alors qu'au contraire, quand tu sais que t'es bon dans un domaine, t'as une forme d'humilité envers les autres savoirs. Tu vois, par exemple, dans le sport, en général, les gens qui atteignent un certain niveau dans une discipline sportive, peu importe laquelle c'est, ils sont ultra humbles quand ils vont essayer d'autres sports. Pourtant, ils ont des capacités physiques que n'auront pas des débutants, tu vois. Mais ils ont cette ouverture, alors que t'en as, ils vont être beaucoup plus dans ouais, j'ai tout compris, je connais tout, etc. Et en fait, c'est toujours ce truc précis aussi, je pense, c'est que des gens inquiétés de leur virilité, de leur connaissance sur un sujet,
bah, ils vont être moins prompts à écouter les autres en fait. Tu sais, le fake it until you make it, c'est normal quand tu débutes sur un sujet. T'as envie de, ça y est, t'as compris 2-3 trucs, t'as envie de sortir tes petits hot takes et tout, et du coup tu le fais, et parfois c'est là que tu te fais bâcher parce que tu dis un peu de la D, mais c'est important. Mais des fois il y a des gens, ils s'enferment dans le fake it until you make it, et ils croient que ça y est, ils ont réussi, tu vois. Ils maîtrisent un sujet, et du coup quand ils tombent sur quelqu'un qui leur dit bah c'est plus complexe que ça, au lieu de dire ah merde t'as raison je vais me renseigner plus, bah évidemment ils se braquent en mode, parce qu'ils se sentent illégitimes, ils savent qu'ils n'ont pas tellement lu. Et tu vois typiquement ce que j'entendais sur les gens parler d'Ouria dans les space hier, c'est que t'en avais qui reconnaissaient qu'ils n'avaient pas lu au moins, mais t'en avais certains ils n'avaient pas lu, mais ils voulaient pas montrer qu'ils n'avaient pas lu, donc ils redoublaient de sournoiserie et de mauvaise foi. Et c'est là où tu fais frère. Et dans les gens qui avaient lu et qui n'avaient pas envie de la défendre, bah, ils arrivaient à dire ah, c'est quand même plus nuancé que ça, tu vois. Et pourtant ils n'avaient pas envie, mais par honnêteté intellectuelle, vu qu'ils avaient vraiment lu, ils savaient que là on leur disait des conneries, des déformations. Pourtant ils avaient envie de puter. Et ça c'est l'ironie aussi quand tu sais un sujet, quand tu t'y connais un peu dans un domaine, c'est que même quand tu veux dire du mal de ce domaine, ou de la personne ou du truc, mais tu t'es face à quelqu'un qui dit du mal en n'y connaissant rien, tu te retrouves à défendre le truc alors que tu voulais pas à la base, parce que t'es en mode bon ils sont encore plus bêtes donc je suis obligé de nuancer. Et c'est ça aussi, je trouve c'est assez fascinant ça dans les... Et c'est pas grave quoi, des fois faut reconnaître qu'on sait pas quoi sur un sujet, bon. Ouais, réconciliez-vous avec le fait d'avoir été nul, d'être nul des fois, c'est bon, c'est pas grave. N'est-ce pas Rêve? Bah justement Rêve, je trouve que ça se voit il a lué, qu'il a un peu de probité intellectuelle sur ça. Franchement on peut pas lui faire un procès, il a un côté zététicien un peu Rêve, et je trouve qu'il a ce truc de probité intellectuelle quoi. Tu lui donnes des arguments, il répond avec des arguments quoi. Bah c'est pas sur ça que je lui ferai un procès de gauchisme, par contre sur d'autres choses. Voilà, d'accord ou pas, ça travaille quoi. C'est ça. Tombez pas dans les bras des premiers théoriciens, rhéteurs, influenceurs qui vous fascinent. Ouais. Oui, sauf Dany Eras par contre. Ouais, bah Dany Eras, vous pouvez tomber dans nos bras, faire des bons. Enfin, c'est les seules personnes que vous pouvez suivre aveuglément. On est globalement trop fort, donc. Évidemment, hein, je pense que ça paraît logique. Mais en vrai, c'est vrai. Et puis, en plus, ce truc d'admirer que ce soit un philosophe, un militant politique, un expert d'un sujet et tout, c'est que moi, je trouve à chaque fois que j'ai vu ça, des phénomènes de gens qui se mettent à admirer énormément quelqu'un comme une sorte un peu de maître à penser pendant un temps, bah après le jour où ils découvrent autre chose, limite ça devient leur némésis. Donc il y a un effet qui se coule à ça, où au bout d'un moment en fait les gens disent ah non mais en fait c'est une merde, j'ai découvert mieux, etc. Et bon c'est pour ça quoi, nuancer ce que vous lisez avec d'autres choses, et aussi considérer tout ce qui va être philosophe, champ des idées, politique et tout, etc. comme une boîte à outils. C'est-à-dire que c'est pas parce que il y a des choses qui vous plaisent dans Nietzsche que du coup faut sucer Nietzsche sur tout ce qu'il a dit. Non, vous prenez ce qui vous intéresse dans Nietzsche et puis vous l'appliquez à vos propres obsessions, et vous utilisez certains de ces outils pour penser ce que vous avez envie de penser. Mais c'est pas pour autant que genre du coup je dois tout valider, tout invalider, avoir de l'esprit critique. C'est reconnaître ce qui est bon et critiquer ce qui est mauvais en fait. Pas être dans l'aveuglement quoi, que ce soit dans la détestation absurde comme dans l'admiration insensée quoi. Bah ouais. Mais que de fou le souci quand tu découvres un penseur, c'est d'appuyer bien sûr, mais il y a toujours le fake it until you make it, comme je vous dis, hein, ça reste un truc. Mais quand tu le sais, et c'est pas grave et tu te plonges. Et moi c'est par exemple, il y a plein de sujets, j'ai des trucs, j'ai des nouveaux intérêts spécifiques. Merci Ambrine R, merci beaucoup. Je me plonge dedans, je découvre tout, et j'ai envie de répéter tout ce que j'ai entendu. Et machin, et puis après je redécouvre autre chose et ça remet en question, en perspective, et c'est important aussi, c'est normal. Après culpabilisez pas d'admirer des trucs, je veux dire, il y a des partis politiques et des courants dans certains partis NPA étincelles qui se sont toujours pas remis de Trotsky et de Lénine, qui savent pas penser en dehors, hein, donc c'est normal aussi, y a pas de Ambrine s'abonne car elle n'a pas d'esprit critique et est dans l'aveuglement. Après sur le public de gauche, même si des fois hein, vous êtes des suceurs évidemment, globalement, je trouve que vous restez un public avec un fort esprit critique. Hein. Tu vois, quand je vois certains, ils font des vidéos médiocres. Et c'est incroyable les suceurs qu'ils ont. Les gauchistes, c'est quand même compliqué. Hein. Surtout, en plus, les gauchistes, justement, le fait qu'il y ait les problèmes qu'on a dit tout à l'heure, les problèmes d'avoir énormément d'ego, de pas forcément vouloir aller écouter ce qu'a dit un autre,
croire que vas-y, on pense déjà bien par soi-même et tout, qui sont des problèmes parfois à gauche, bah c'est aussi une qualité qui fait que ça vous évite de tomber dans des pièges un peu gourous, sectaires, dogmatiques, bizarres, comme certains qui ont vraiment aucune pensée articulée et qui du coup vont tomber sur le moindre débile en vidéo qui va leur dire alors les femmes c'est comme ça, si tu veux baiser des femmes il faut faire ça, il faut faire ça, non. Bon. Le chat de Naira c'est un niveau de suçage jamais vu, bah quoi t'es jaloux? Et t'es dans le chat toi aussi du coup, qu'est-ce qu'on doit en déduire? Bah ouais, après ils ont le droit de nous sucer, on est aussi absolument extraordinaire. Bien sûr, hein, je vois pas talentueux, de problème, hein. intelligent, maîtrise plusieurs sujets, a de l'expérience, de la cohérence. Ah bien sûr je kiffe. On est drôle en plus, merci Jawak, ça fait on plaisir. est stylé, une chose en que plus, les gauchistes sont rarement. Le chat donc c'est normal de nous admirer aussi. Si vous allez voir d'autres chats de streamers, je pense qu'on est l'un des chats qui suce beaucoup, mais pas que par rapport à d'autres. Hein. Chat d'homosexuels, c'est normal que ça suce. Hein. Oui. Bien sûr. Parce que des fois ça nous termine aussi, hein. Faut pas faire genre. Oui, ça nous suce contrairement autant que ça à nous... d'autres, contrairement ça à d'autres nous suce streams. autant que ça nous encule. Non, c'est pas ça le rapport qu'on a avec notre chat. C'est ça, voilà. Un peu bizarre ce chat. Mais après ça suce. Faut pas dire le contraire, ça suce, bien sûr ça suce. Après on aime bien quand vous sucez bien, c'est mieux. C'est ça. Parce que c'est ça le problème, c'est de se faire mal sucer avec les dents. Ça c'est un problème ça. Quand on se fait mal sucer, ça nous casse les couilles. Mais quand on se fait bien sucer, c'est agréable. Hein, on va pas mentir. Hein. Mais sucer correctement, c'est mettre aussi un peu de tension, un peu de chaleur. Faut sentir que ça fait presque trop du bien. Arrête, ne va pas là. Mais si. Ah. Vous voyez. Donc c'est bien sucer, c'est aussi critiquer de la bonne manière. Parce que sinon on s'ennuie si c'est lisse. Faut créer de la tension, l'intensité. Suçage critique, ouais. Voilà, un suçage critique, c'est important. Après c'est Twitch. Mais là je parle vraiment de fellation depuis tout à l'heure, mais oui. Bien sûr. Vous donnez des conseils en fellation. Un sujet dont je suis expert. Bien sûr. Écoutez les concernés. Hein? Bien sûr.